Villard, chercheuse au CNRS. Je suis Nina Amini, chercheuse en mathématiques appliquées au laboratoire L2S. Je m'appelle Bérangère Dubrune, je suis directeur de recherche au service de physique de l'état condensé du CEA Paris-Saclay. Je travaille sur un domaine qui est interdisciplinaire, donc c'est le domaine de contrôle des systèmes quantiques. Et en fait, les effets quantiques comme superposition des états ou des états intriqués par exemple, c'est des effets qu'on voudrait utiliser par exemple pour faire les technologies quantiques. Et donc ces effets sont très fragiles. Donc ma recherche consiste à développer des méthodes mathématiques afin de pouvoir manipuler ces effets en espérant qu'on pourrait les utiliser pour les futures technologies quantiques. Moi je travaille vraiment sur les effets des changements globaux sur la biodiversité et en particulier je m'intéresse aux invasions biologiques et quelles sont les conséquences en fait des invasions dans les écosystèmes insulaires et sur les continents. Donc en fait, ce sont des espèces qui vont être introduites par l'homme en dehors de leur aire d'origine et elles vont avoir un impact négatif sur l'environnement, donc comme le moustique-tigre ou le frelon asiatique, mais ce n'est pas que des insectes, on a également des plantes qui sont envahissantes ou les rats dans les îles. Donc l'objet de mes recherches est de comprendre la turbulence, qui est un état des fluides. Donc un fluide, c'est l'atmosphère, l'océan, l'eau dans votre robinet, l'air qui s'écoule autour des voitures. Donc c'est un état des fluides qui se caractérise par un aspect désordonné sous forme de tourbillons. Les tourbillons, il y en a à toutes les échelles. Il y en a aux échelles les plus petites, à 10-10 mètres. Donc il y en a dans ce qu'on appelle les condensats de Bose-Einstein, qui sont des états de particules élémentaires qu'on obtient à très très basse température. Et il y en a de taille de plusieurs parsecs ou gigaparsecs à l'échelle des galaxies. Et il y en a aussi, vous les voyez sur les planètes, par exemple la tache rouge de Jupiter, c'est un tourbillon géant. Et il y en a dans les ouragans, dans les tornades, etc. Donc les applications, ça va de tout, de la formation du système solaire, la météo, le climat, l'énergie, comment arriver à diminuer la consommation des avions, des voitures. Personnellement, moi je travaille à l'interface entre l'astrophysique et la géophysique. Donc quand j'étais jeune, j'essayais de comprendre la formation du système solaire. Et maintenant, je fais plus des applications autour du climat, de l'environnement, de choses comme ça pour essayer d'aider à résoudre les crises environnementales et énergétiques qui se profilent à l'horizon. Depuis mon plus jeune âge, j'ai eu envie de faire des sciences et de comprendre un peu le monde et la biologie et la nature. Et je pense, mes premiers souvenirs, c'est vraiment de regarder des documentaires en fait, avec mes parents sur les océans qui m'a vraiment en fait, donné envie de travailler dans ce domaine-là en tout cas. Mais c'est assez tard où j'ai découvert le métier de chercheur, c'est vraiment par la fac, donc avec les premiers stages que j'ai faits. Et c'est lors de ces premiers stages que j'ai vraiment pu réaliser c'était quoi le quotidien d'un chercheur. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ça c'est le métier que j'ai envie de faire plus tard. Eh bien c'est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire dans lequel on rassemblait les figures emblématiques de l'histoire de France. Il y avait Charlemagne avec sa longue barbe, il y avait Clovis qui fracassait le crâne de celui qui avait cassé le vase de Soissons. Et puis à un moment, il y avait les scientifiques. Donc il y avait Louis Pasteur et Marie Curie. Donc quand j'ai vu une femme qui faisait de la science, je me suis dit c'est fantastique, c'est ça que je vais faire. Voilà, j'avais 8 ans. Et ensuite, ce qui m'a donné envie de faire des sciences, c'est la curiosité et notamment l'observation du ciel étoilé et me demander qu'est-ce qu'il y avait par-delà les horizons dans ces étoiles, qu'est-ce qui se passait. Dans ma famille, en fait, c'était toujours la science était valorisée par mes parents. Donc, j'avais l'ambiance, en fait, j'ai toujours senti que la science, en fait, c'est un domaine qu'on se sent bien dedans. Et moi, je trouve une vie relaxante, en fait, quand on travaille, on oublie un peu tout ce qui est à côté. Donc, je pourrais facilement me déconnecter, en fait, de mon extérieur. Et ça, pour moi, c'est une méditation, des fois. C'est assez intéressant, ouais.
Moi, franchement, j'ai jamais senti quand je travaille avec mes collaborateurs que si c'est une femme ou bien c'est un homme, est-ce que ces approches sont différentes? Je pense que c'était jamais en fait le cas pour moi d'être attirée plutôt par les gens et plutôt j'étais consacrée sur les sujets, sur les problèmes. Donc je n'ai jamais senti en fait différentes approches liées au genre. Ouais. Les mêmes droits, donc ça s'est déroulé comme ça. Mais par exemple, une fois qu'on commence à avoir des enfants, on se rend compte qu'on ne peut pas voyager autant qu'on le voudrait. Et quoi qu'on en dise, souvent la charge des enfants repose plus sur les femmes que sur les hommes. Du coup, le fait de ne pas pouvoir aller dans les conférences, exposer mes recherches, discuter avec d'autres scientifiques, ça a été quand même un frein à ma carrière. On ne peut pas vraiment le nier. On voit de moins en moins de femmes finalement parce que c'est un métier et une carrière qui est difficile, qui est très compétitrice et on a en général une période en moyenne de 6 ans entre l'obtention du diplôme de thèse et le poste permanent. Et pendant cette période, il faut aller à l'étranger, on a une certaine précarité dans le travail et les femmes par exemple qui veulent se tourner vers une envie de maternité, c'est très compliqué vraiment d'allier la vie professionnelle et la vie personnelle à ce moment-là. Et finalement, il y en a beaucoup qui abandonnent avant l'obtention du poste 6 ans après. Moi, d'abord, j'étais très combative. Donc en ce sens, peut-être que je ne suis pas très représentative des femmes. J'étais très combative. La compétition, ça ne me faisait pas peur. J'avais pas de frein, vous voyez, beaucoup des femmes ont une faible estime par rapport à leur vraie capacité. Moi j'ai eu de la chance de ne pas avoir trop ça, et puis moi j'ai eu beaucoup de chance. En fait j'ai eu à plusieurs étapes de ma vie, j'ai eu des mentors, hommes, qui m'ont aidé à passer des étapes. Et je pense que ça aussi, ce système de mentorat, ça pourrait aider les jeunes femmes à progresser. Donc, nos institutions l'ont très bien comprise, elles ont mis ça en place, mais apparemment c'est très important dans l'évolution de la carrière. Souvent on se limite par cette petite voix qui nous dit non, on ne va pas y arriver, c'est pas fait pour nous, c'est trop difficile. Mais je pense que si on a envie de le faire, il faut essayer, il faut y aller, il ne faut pas se limiter parce qu'on croit qu'on ne peut pas y arriver, quoi. Je pense que c'est vraiment ça le message à faire passer, c'est de ne pas se limiter par sa propre peur de ne pas y arriver et d'essayer. Et les femmes peuvent apporter beaucoup de qualités, des qualités d'intuition, des qualités comment dire, au lieu d'être juste restreint dans un seul sujet, de pouvoir rayonner dans des tas de sujets différents. On dit toujours que les femmes ont plus la capacité de faire plusieurs choses à la fois que les hommes. Alors c'est peut-être un propos très sexiste, mais j'ai pu constater en effet que les femmes étaient beaucoup plus, en quelque sorte, touche à tout que les hommes. Et, de toute façon, moi je ne crois pas à un seul modèle de science. Pour l'instant, on est enfermé dans ce modèle excessivement masculin, encore une fois compétitif, individualiste. Et le fait de rapporter des femmes, ça pourrait changer le modèle et que tout le monde s'épanouisse et que les qualités de chacun, des hommes comme des femmes, puissent s'exprimer, se compléter et permettre de faire de la science encore meilleure. Et ça ne va pas toujours être les mêmes questions, les mêmes importances qu'on va donner aux mêmes résultats selon les femmes et les hommes. Donc je pense que c'est aussi important pour ça qu'il y ait une diversité chez les scientifiques pour avoir une complémentarité des points de vue, des approches dans ce domaine-là. Les jeunes filles, vous voyez, moi j'ai beaucoup discuté justement pour essayer de comprendre cette difficulté, parce que moi-même j'ai pas réussi à attirer beaucoup d'étudiantes. Et j'ai discuté donc avec toutes les jeunes filles, les étudiantes, les postdocs, et il se trouve que apparemment les femmes préfèrent travailler dans des milieux où les qualités mises en avant, c'est le collectif, c'est la collégialité. Et à l'heure actuelle, la science, c'est la compétition, l'élitisme, l'individualisme. On met beaucoup en avant, par exemple tous les mois de septembre, on met en avant
quelques personnages, les prix Nobel, qui sont d'abord des génies inaccessibles, personne ne peut se reconnaître dans ces jeux-là, et puis souvent qui sont des figures essentiellement masculines, plutôt assez âgées. On voit moins de jeunes filles qui se tournent vers des carrières scientifiques, donc je pense que c'est important aussi de mettre à l'honneur des femmes sur des carrières scientifiques pour montrer que les femmes peuvent faire de la science et doivent faire de la science. Il faut montrer des femmes scientifiques, mais il ne faut pas montrer non plus des ovnis, des génies improbables. Il faut montrer des femmes ancrées dans la société, des mères de famille. J'ai moi-même 4 enfants, enfin des femmes auxquelles les jeunes filles pourraient s'identifier et se dire oui, je vais pouvoir suivre ces traces et je vais pouvoir faire ça. Oui, parce que je pense que il faut un peu changer peut-être l'image des sciences. Mon domaine, c'est mathématiques appliquées, donc surtout en maths, il n'y a peut-être pas beaucoup de filles en ingénierie en maths. Donc je pense qu'il faut un peu changer l'image qu'on a sur le maths. Par exemple, pour moi, c'est un domaine qui est plus artistique, comme je vous ai dit, en méditation. Donc parce qu'on se sent vraiment en fait déconnecté, libre du monde extérieur. Et ben pour que ça change, il suffit de changer les images qu'on voit dans les médias, dans Internet. Mettons en avant les équipes, mettons en avant la collégialité, la collaboration. Soulignons que si tel résultat est obtenu, c'est pas grâce à un génie isolé tout seul, mais c'est grâce à ce groupe ou à tous ces autres scientifiques qui ont travaillé par le passé. Remettons la science au cœur de ce qu'elle est, c'est-à-dire une espèce d'aventure. Moi j'aime bien nous appeler les saventuriers. Nous sommes les saventuriers. Donc c'est une aventure humaine et collective. Et je vous retournerai la question, qu'est-ce que ça serait pour vous un homme scientifique? Pour moi il n'y a pas de femme ou d'homme scientifique. Il y a un ou une scientifique, c'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui s'intéresse au monde qui l'entoure, c'est quelqu'un souvent d'idéaliste, parce qu'on espère souvent changer le monde qui nous entoure par nos recherches. C'est une liberté qui est énorme sur les questions que l'on se pose, sur la façon dont on travaille, et je pense que je ne pourrais pas trouver ailleurs un métier similaire. C'est un moyen pour moi d'innover, par exemple, c'est comme un artiste qui fait un tableau, c'est d'avoir notre propre idée. Et ça, je pense que ça nous donne de confiance, ça nous rend plus fort. Et je pense que c'est bien adapté pour les filles qu'aux garçons. Donc il n'y a pas de genre en fait. Et puis c'est quelqu'un souvent d'émerveillé, parce que je crois que c'est Pascal qui dit ça, enfin, plus j'apprends, plus je découvre comme le monde est merveilleux, comme la vie est fragile. Et donc souvent vous verrez, les scientifiques, c'est des grands protecteurs de la nature ou de l'environnement, parce qu'eux, ils comprennent la complexité du monde qui nous entoure, ils comprennent la fragilité.